Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de votre fidélité à la station du plaisir. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de votre journal. Les membres du comité de pilotage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives s'approprient le rapport 2017 de l'ITIE. Ils sont à la 35e réunion ordinaire ouverte ce matin à Lomé. Drame au Nigeria, au moins 110 agriculteurs ont été tués, égorgés par des djihadistes dans l'état de Borno, au nord-est du pays. Le président Muhammadu Buhari condamne ces assassinats insensés. L'épidémie de paludisme a progressé en 2020 à cause du Covid-19 selon l'OMS. Cette pandémie a entraîné des difficultés d'acheminement de moustiquaires imprégnés, notamment en RDC. Et puis vous suivrez également la chronique juridique. Le thème d'aujourd'hui est la protection des enfants en conflit avec la loi. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. 35e réunion de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE Togo ce lundi à Lomé. Cette rencontre ordinaire planche sur le rapport 2017 de l'ITIE Togo. Les industries se mobilisent de plus en plus pour la transparence dans le secteur minier. C'est ce qui ressort de ce rapport présenté aux membres du comité de pilotage de l'ITIE Togo. Cette présentation du rapport aux membres du comité de pilotage lance en effet la campagne de partage de ce rapport 2017. Les membres du dit comité vont apporter leur contribution pour parfaire le document. Le rapport note la volonté des acteurs miniers qui œuvrent pour une bonne gouvernance du secteur. Didier Kokou Agbemadon, coordonnateur national de l'ITIE Togo. Ce qui est bon pour ce rapport 2017, on a remarqué que les contrats miniers ont été publiés au Togo. Les permis d'exploitation des entreprises minières aussi sont publiés. Vous pouvez les retrouver sur le site de la Direction générale des mines et de la géologie. Le cadastre minier est installé au niveau de la Direction générale des mines et de la géologie. De façon générale, les entreprises ont déclaré les vrais actionnaires sont maintenant. Ce que nous pouvons encore apprécier, c'est que pour ce rapport, les entreprises ont publié leur état financier, surtout les entreprises d'État. Cette 35e réunion qui a été ouverte par la ministre déléguée auprès du président de la République chargé de l'énergie et des mines, Maounio Mila Aziablé, a permis de réitérer la volonté du gouvernement d'assainir le secteur. La ministre a invité les membres à un travail bien fait. Maounio Mila Aziablé. Je comprends que la réussite de la mise en œuvre de l'ITIE, chaque partie prenante doit manifester son engagement à la hauteur des attentes, des exigences de la norme de l'ITIE. Je voudrais ici vous garantir l'engagement du gouvernement et ma bonne volonté de veiller à l'engagement des industries extractives et de l'organisation de la société civile. J'ai compris également que nous devons travailler ensemble. Je suis ouverte à toute idée qui soutienne les objectifs de l'engagement du gouvernement dans la gouvernance ouverte et responsable du secteur extractif. Nous allons œuvrer ensemble pour que l'ITIE devienne un modèle de bonne gestion du secteur extractif et dans la gestion des finances de l'État. La suite de cette édition, le Togo veut augmenter son taux de couverture forestière et passer de 24,24% à 25% d'ici 2025. Une vision qui engage le Togo sur la voie d'un développement durable, respectueux de la nature et de ses ressources. Des précisions avec Grace Goto.
En effet, c'est dans cette optique que le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Foulibasi Katari s'est rendu dans la région des Plateaux pour mobiliser ses collaborateurs de terrain. Il les encourage à plus de professionnalisme dans la surveillance des écosystèmes forestiers. Écoutons le directeur préfectoral de l'environnement dans le Cloto, Dossou Kodjo. La prise en compte des orientations du ministre doit passer par une prise de conscience individuelle et collective. Le ministre, à peine arrivé, donc il a touché le nœud du problème au sein de ce département. Et je pense bien que, vu son parcours à la tête de divers départements ministériels, je pense que notre département a intérêt à capitaliser l'expérience de ce ministre. Selon le plan d'aménagement de certaines forêts classées, la méthode de gestion est participative, comme c'est le cas de la forêt classée de Missaroué. Tobui Tali 11, chef du canton d'Agomé. La clé de répartition des coupes annuelles se fait 4 parties. Il y a une partie pour le comité, le CPG, comité préfectoral de gestion. Il y a une partie pour la communauté. Il y a une partie pour le suivi et l'entretien. Les riverains de Missaroué ne sont pas les seuls à bénéficier des avantages de leur forêt classée. Plus au sud, dans la préfecture d'Agou et plus précisément à Avetonou, les 15% de ristournes issus de la vente des produits de la plantation de houton règlent un tant soit peu certains problèmes. Madame Bleoussi Amouzou Ablavi, préfet d'Agou. Les ristournes sont très bénéfiques à la communauté à la base. Ces ristournes ont permis de faire quelques réalisations, à savoir dans les constructions des écoles et les clôtures et même des ponts par endroits. Et ça a permis aussi d'aménager certaines pistes. Augmenter le couvert végétal par la restauration des zones dégradées, l'enrichissement des forêts ou des actions de reboisement n'est plus l'apanage de l'État. Des initiatives de forêts privées commencent par émerger à travers des plantations d'essence à fort potentiel économique, comme exemple de Boudjé dans la préfecture de Pélé où on découvre une plantation de 233 hectares de teck de 20 ans d'âge. Foulibasi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Nous avons été très impressionnés de constater qu'un de nos compatriotes a planté les tecs sur environ 200 hectares. Ça, c'est vraiment une première. Donc, après avoir visité les réserves et particulièrement les aires protégées, nous avons estimé qu'il fallait nécessairement voir ce que les compatriotes eux-mêmes sont en train de faire à titre privé. Et on ne s'est pas du tout trompé parce que nous sommes très heureux de constater ceci. Tout ce qu'il y a, c'est que nous devons continuer par les accompagner et surtout les féliciter, les encourager. Parce que si cette initiative-là est une réussite, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de Togolais qui vont chercher à planter. On ne perd jamais en plantant les arbres. Cette tournée, qui a été l'occasion au ministre Foulibasi Katari de toucher du doigt les réalités du terrain, permettra à coup sûr une meilleure orientation des actions à mener dans le but d'atteindre les objectifs en termes de couverture forestière fixée à 25% de la superficie du Togo d'ici 2025. Le Togo n'est pas un pays forestier, mais il peut le devenir si et seulement si tous les Togolais acceptent de reboiser tout en gérant rationnellement l'existant. Merci à vous, Grace Goto. Les classes ont repris au Togo dans un contexte sanitaire toujours particulier. Le gouvernement avait interdit la vente de nourriture dans les écoles, mais il a finalement allégé cette mesure. Les écoles ont le choix si elles respectent le protocole sanitaire que le gouvernement leur a imposé. Alors, comment ces écoles s'organisent-elles? Odette Pira est allée enquêter ce matin. Voici son reportage. Cette cloche annonce la récréation à l'EPP Sainte-Famille de Noukafou. Les classes sortent les unes après les autres. Les plus petits en premier, les élèves masqués en rang se lavent les mains et se dirigent vers les salles où les 4 revendeuses les attendent. Ils nous ont dit de s'occuper des enfants comme si c'était nos propres enfants. Ce que nous-mêmes nous mangeons, c'est de la même manière que nous devons préparer pour les enfants. Que tout soit propre, qu'ils se lavent bien les mains. Si toi, en tant que mère, tu vois un enfant qui ne se lave pas bien les mains, il faut l'aider. Si ces revendeuses peuvent vendre, c'est que l'interdiction a été assouplie selon le directeur Kwakuvi Agbandano. On a vu maintenant que les choses sont un peu évoluées, alors
on a demandé quand même aux revendeuses de revenir au tourisme. La situation est différente au complexe scolaire d'Inogracia. Kodjome San Blédjé n'accepte plus les revendeuses. Il trouve que c'est risqué. Nous avons interdit catégoriquement qu'elles viennent vendre dans l'enceinte. Et on a demandé aux enfants de se préparer pour la nourriture en venant. Pour ceux qui amènent l'argent, nous avons chargé notre tata d'aller leur payer à manger. Dans cette école, comme dans toutes celles où les revendeuses sont interdites, les enfants viennent avec leur repas. Merci à vous, Odette Pira. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale informe les députés que la 11e séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année se tient cet après-midi à 15h au siège de l'Assemblée nationale. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, le nord-est du Nigeria est en deuil après la violente attaque perpétrée samedi dernier contre des habitants de l'État de Borno. Selon l'ONU, au moins 110 personnes ont été tuées par des djihadistes. Pour l'heure, aucune revendication n'a été faite, mais les regards se tournent vers les deux groupes armés présents dans cette zone, Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Le point avec Angèle Outanji. C'est de loin l'attaque la plus importante perpétrée contre des civils depuis le début de cette année 2020. Le bilan est encore très fluctuant car ce sont en fait 3 villages proches de Maïdougouri qui ont été attaqués. Ces attaques ont été commises par des hommes armés arrivés à moto. La brutalité de ces violences est particulièrement frappante. La plupart des victimes ont été égorgées. Rien n'a été volé. Les paysans ont tous été égorgés alors qu'ils cultivaient le riz, explique un humanitaire. De nombreuses personnes sont encore portées disparues et les recherches se poursuivent notamment concernant une dizaine de femmes qui auraient été enlevées. Le gouverneur de l'État de Borno résume ainsi le dilemme des populations du Nord-Est. Si les gens restent chez eux, ils meurent de faim. S'ils sortent cultiver dans leurs terres, ils prennent le risque d'être tués par des djihadistes. D'après ce responsable local, plus de 500 paysans au total ont été tués au cours de la saison agricole ces dernières semaines. Le pays entier est blessé par ces assassinats insensés, a pour sa part déclaré samedi soir le président nigérien Muhammadu Buhari, qui condamne le meurtre de ces agriculteurs dévoués à leur travail par des terroristes. Cette attaque est survenue alors que les habitants de la région se rendaient aux urnes pour élire leurs représentants et conseillers locaux. La crise humanitaire, conséquence de ce conflit qui ravage le nord-est du pays depuis plus de 10 ans, s'est encore aggravée ces derniers mois à cause des mauvaises récoltes et des restrictions de circulation liées à la pandémie de coronavirus. Les Nations Unies, elles, s'inquiètent des conséquences que cette attaque va avoir sur l'insécurité alimentaire dans la région l'année prochaine. Angèle Outondi, comme tous les ans, l'OMS publie son rapport sur l'évolution de la pandémie de paludisme dans le monde. Et si quelques progrès sont observés, le rythme est loin d'être suffisant pour venir à bout de la maladie d'ici 2030, comme c'est l'objectif. Aux difficultés habituelles telles que le manque de financement chronique, s'est en plus ajouté cette année le Covid-19 qui est venu perturber les programmes. Ce fut notamment le cas en République démocratique du Congo. Charlotte Ahar pour des précisions. Avec près de 22 000 cas en 2019, l'épidémie de paludisme continue de progresser en RDC. Certes, elle tue moins et la prise en charge s'améliore, mais près de 10 000 enfants de moins de 5 ans en ont péri. Ils constituent à eux seuls les 3/4 des victimes, en cause principalement des difficultés d'acheminement de moustiquaires imprégnés, le pilier des campagnes de prévention. Leur livraison aux ménages a été encore plus compliquée cette année à cause du Covid-19. C'est qu'à 9 millions d'habitants attendaient de recevoir leurs moustiquaires cette année. Du jour au lendemain, il était devenu compliqué d'avancer. Il a fallu revoir complètement la stratégie d'organisation des campagnes pour passer des distributions en site fixe à des distributions en porte-à-porte afin d'éviter les attroupements qui pourraient être des vecteurs de transmission du Covid-19. Cela a ralenti le processus qui a redémarré vers septembre-octobre pour les ménages qui attendaient leurs moustiquaires. Ce retard d'acheminement devrait être rattrapé durant le premier trimestre 2021, mais il laisse craindre une surmortalité l'année prochaine.
Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique pour terminer, le monde entier a célébré le 20 novembre dernier la Journée internationale des droits des enfants. Ceux en conflit avec la loi méritent plus d'attention. Dans ce magazine, Hélène Assabi révèle les dispositions prises par l'État togolais pour les protéger. Les enfants, du fait de leur vulnérabilité, ont besoin d'une protection particulière. Ils sont souvent exposés à diverses formes d'abus et de violence. Ceux qui entrent en conflit avec la loi constituent le groupe social le plus fragile. Du coup, au Togo, les juridictions font face à plusieurs situations conflictuelles. Le magistrat Missité Aroro Comblan nous donne quelques exemples. Un enfant peut se retrouver coincé dans une querelle entre adultes. Les parents qui se déchirent par exemple et l'enfant est au milieu. Donc il faut trouver une solution à cet enfant. Ou bien des parents irresponsables qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Le gouvernement togolais n'est pas resté indifférent face à cette situation. Plusieurs dispositions sont prises. Les juges pour enfants sont nommés et un code des enfants est aussi disponible. Il y a d'abord un code qui a été voté spécialement pour les enfants. En dehors du code de l'enfant, il y a le nouveau code pénal qui a été voté qui prévoit également des dispositions protectrices envers les mineurs. Et sur le plan de l'organisation judiciaire, il y a les juges des enfants qui ont été nommés dans presque tous les tribunaux du pays. Donc ces juges des enfants s'occupent spécifiquement du cas des mineurs. Lorsque le mineur est en danger ou bien lorsque le mineur est auteur d'infraction, c'est le juge là spécialisé qui s'occupe de son cas. Même si l'essentiel est fait sur le plan des tests, sur le terrain, plusieurs défis restent à relever. Le pays ne dispose que d'une seule brigade pour mineurs. Magistrat Missité Aroro Comblan. Sur le plan des textes, je crois que l'essentiel est fait. On peut toujours faire mieux. Le Togo est quand même bien classé dans ce domaine, sur la protection des enfants. Donc il reste maintenant à mettre les moyens à la disposition des juges des enfants, surtout au niveau de la garde. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant commet une infraction, il ne doit pas être gardé dans les mêmes locaux qu'un adulte. Donc il faut des centres spéciaux pour les mineurs. C'est à l'instar de la brigade pour mineurs par exemple. Il n'y a qu'une seule brigade pour mineurs qui est à Lomé, alors qu'il y a des juges des enfants partout. Donc c'est ça l'un des problèmes essentiels qui subsistent. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Merci à vous, Hélène Assabi. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. La rubrique sensibilisation sur le coronavirus pour nous séparer. Le coronavirus circule rapidement et s'avère très contagieux. Les scientifiques s'interrogent sur son mode de transmission depuis des mois. Les chercheurs estiment que le Covid-19 s'est propagé suite à une mutation du virus. La rubrique nous est présentée aujourd'hui par Juliette Condé. La mutation du coronavirus implique que la Covid-19 a plus de facilité pour pénétrer les cellules de la gorge ou du nez. L'infection est donc automatiquement plus rapide chez les patients. Cette mutation permet aussi à la maladie de se multiplier plus vite. Cela a pour conséquence dans l'organisme que le virus se répande plus rapidement. La contamination au coronavirus se fait essentiellement via l'inhalation par une personne saine de gouttelettes contaminées selon les chercheurs. Cette contamination n'est possible, selon la majorité des études connues à ce jour, que par contact physique, direct, accolade, bise, conversation à proximité, suivi d'une inhalation immédiate des gouttelettes ou d'une inhalation a posteriori quand la personne saine porte des mains à la bouche après une poignée de main par exemple. D'autres formes indirectes de contamination sont aussi évoquées, celle d'une inhalation après un contact des objets ou surfaces contaminées par une personne porteuse et d'une inhalation de micro-gouttelettes flottant dans l'air, essentiellement dans un espace étroit, confiné et mal ventilé. On peut contracter le coronavirus lorsque le virus entre dans la bouche, le nez ou les yeux. Une situation plus probable lorsque les personnes sont en contact direct ou étroit avec une personne infectée. Plus on connaît le mode de transmission, mieux on connaît les moyens de protection. Radio Lomé
Boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg